Bonjour et bienvenue sur la chaîne Armel High Tech. Aujourd'hui une toute nouvelle vidéo. Pourquoi est-ce que je pourrais acheter une MG4? Générique. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Armel High Tech. Aujourd'hui une nouvelle vidéo et aujourd'hui je suis au volant de la toute nouvelle MG4 qu'il m'a été généreusement confié pendant 48 heures par le groupe MG Quimper, groupe associé à la concession Ford qui m'avait prêté récemment la Mustang Mach-E. Et donc aujourd'hui, je suis au volant de cette MG4, cela fait déjà 24 heures que je roule avec et on va voir ensemble pourquoi est-ce que je pourrais acheter cette voiture. Alors tout de suite, la version que j'essaye, c'est vraiment la version de base. La seule option qu'il y a, c'est l'option noire. On est à un tout petit peu plus de 23 000 euros, prime de l'État de 6 000 euros déduite. Nous sommes donc en décembre 2022. J'ai donc la version avec une batterie 54 kWh, c'est-à-dire 51 kWh utile, un moteur de 170 chevaux et une batterie donc LFP qui donne, selon le WLTP, une autonomie de 350 km. Donc nous sommes sur le circuit habituel d'essai de cette série de vidéos pourquoi je pourrais acheter, et donc on est sur un petit circuit d'une trentaine de kilomètres, donc autour de l'agglomération de Lorient, avec un mélange ville, un mélange départemental et un mélange national à 110 km/h pour me faire un petit peu une impression sur ce véhicule. Tout de suite, on va regarder ça ensemble. Je vous mets des prises de vue que j'ai réalisées en extérieur. La MG4, c'est quoi? La MG4, c'est une voiture compacte de la catégorie d'une Megane E-Tech, d'une Volkswagen ID.3, d'une Cupra notamment, d'une Kia e-Niro, d'une Hyundai Kona, etc. Donc nous sommes dans la gamme des compacts full électriques. Il existe plusieurs gammes sur cette MG4, donc là on est sur la gamme de base comme je le disais, donc une batterie LFP 51 kWh utile, autonomie 350 km, pardon. Et on a ensuite deux catégories, confort et luxury, ou premium et luxury, je ne sais plus exactement les terminologies. Toutes deux équipées d'une plus grosse batterie en technologie nickel, manganèse, cobalt pour 64 kWh utile. Je vous remettrai en insert les caractéristiques. Et pour une autonomie annoncée de 450 km, la Luxury étant la version la plus évoluée. Mais ce véhicule, même en Luxury, voilà, va être estimé à autour de 30 000 euros TTC, prime de l'État déduite. Donc on est sur un véhicule qui va s'étaler entre 23 et 30 000 euros. Si on compare par rapport aux concurrentes aujourd'hui sur le marché, toutes les concurrentes sont autour de 35 à plus de 47 000 euros. Suivant la taille de la batterie, la Megane E-Tech va nous proposer aussi une petite batterie de 350 km d'autonomie, une plus grosse batterie de 60 kWh pour 450 km d'autonomie, 420 km d'autonomie, comme l'ID.3, comme la Cupra, comme la Kia e-Niro, etc. Donc cette voiture est la première voiture compacte et électrique à moins de 30 000 euros avec un prix d'accès à 23 000 euros. Là, je suis au volant de cette voiture en prix d'accès. Les caractéristiques un petit peu techniques et électriques de cette voiture sont donc une charge pour la petite batterie 50 kWh LFP, une charge en AC à 6,5 kW maximum de charge en courant alternatif, donc AC, et en courant continu, un chargeur qui peut accepter jusqu'à 115 kW. J'ai pas pu le tester. Sur des vidéos que j'ai pu voir, cette voiture pourrait ne prendre que 80-90 kW de cette puissance officielle annoncée par MG. Par contre, sur la plus grosse batterie, donc 64 kWh en nickel, manganèse, cobalt, elle dispose d'un chargeur de 135 kW. Et on a notamment cette vidéo de Max, de la chaîne Max BLD, qui a bien mesuré une puissance allant même jusqu'à 137 kW en pic de cette voiture et un temps de recharge tout à fait conforme à ce que MG annonce, c'est-à-dire un 10-80 en 30-35 minutes. On a donc un chargeur, une prise de recharge qui est à l'arrière gauche, comme je vous le montre sur les vidéos, donc avec un cache pour le chargeur DC. Franchement, une finition très intéressante. On a un entourage LED, donc bleu quand on n'est pas chargé. Quand on branche la voiture, il va passer au vert. C'est vraiment très informatif. Là, franchement, c'est très très bien. Et surtout l'emplacement arrière gauche qui est stratégique parce que ça permet à cette MG d'aller pouvoir se charger sur tout
les réseaux de supercharge, sachant qu'aujourd'hui, Tesla, c'est plus de 50% des superchargeurs sur la France. Et donc, cette voiture pourra se charger facilement, sans gêner personne, sur les superchargeurs Tesla ouverts à tous. C'est un vrai atout pour cette voiture. Style esthétique, bah franchement, voilà, c'est une voiture moderne. Il y a un vrai design. On voit que, en effet, comme d'autres youtubeurs ont pu le partager avant, MG n'a pas fait le parti de faire une voiture fade, passe-partout, etc. Elle a un design assumé avec un capot très plongeant, un nez très plongeant, un arrière hyper sculptural. Vraiment, j'irais dans la lignée des japonaises récentes, que ce soit Toyota, que ce soit Nissan ou autre, avec un arrière très sculptural, très coupé à la serpe, avec ce bandeau plastique qui entoure les feux arrière, etc. C'est du plus bel effet, moi je trouve. Voilà un petit peu pour cette voiture. Donc moi, le design, franchement, j'aime bien, c'est assez sympa, c'est quand même très moderne et très dynamique. Le coffre, alors cette voiture ne brille pas à part son volume de chargement. On a un coffre, je crois, autour des 350 litres, très simple, très basique. Sur la version Luxury, on va pouvoir avoir un petit niveau pour pouvoir régler la hauteur de chargement et pouvoir régler le chargement à fleur du seuil de chargement, qui est assez basse, qui est assez pratique. On a un très léger double fond avec notamment une livraison d'un gonfleur de série, hein, contrairement au Tesla, donc en cas de crevaison. Quelques renforcements sur les côtés pour avoir des rangements. On a un sac avec le chargeur, le câble T2 qui est fourni, vraiment du plus beaux effets, qu'on peut même scratcher sur le côté du coffre. Donc ça a un côté un petit peu pratique. Au niveau du volume intérieur, globalement, moi je trouve que c'est une voiture qui va nous offrir un peu plus de volume intérieur, en tout cas de perception intérieure, même si on est ici sur une version qui est très noire, un petit peu sombre. Je trouve que les places à l'arrière sont beaucoup plus généreuses que sur la Mégane E-Tech par exemple, mais un petit peu en deçà de ce qu'on peut retrouver sur la Volkswagen ID.3. Au niveau de la finition, de la qualité des plastiques, voilà, on a un avant, un tableau de bord qui est très moussé, très sympa. Les portières sont d'un haut toucher très valorisant. On est sur des plastiques durs, voilà. Mais globalement, ce que j'apprécie beaucoup dans cette voiture, c'est que toutes les parties où les mains vont être en contact, hein, que ce soit sur l'appui-coude, ici, etc., on est sur des sensations des touchés très agréables, très valorisants. Moi qui suis quelqu'un d'assez tactile, voilà, poser ma main sur le contre-porte, on va voir l'intérieur de la poignée, on va voir le bout de l'appui-coude, etc. sur la portière. C'est vraiment très agréable. Donc franchement, ça va pas forcément me gêner que les plastiques soient durs, même si au toucher, on est vraiment sur un toucher assez soft. On a du piano black malheureusement un petit peu sur cette voiture qu'on va retrouver autour des grilles de ventilation, autour des ouvertures de portières, ici sur ce tiroir un petit peu proéminent, alors qui est très sympa. Parce que ici, on va avoir sur les versions les plus haut de gamme un chargeur à induction pour le téléphone. Mais ici, ils ont positionné voilà, la manette de sélection de vitesse, marche avant, arrière, parking, le frein de parking automatique. Et dessous, comme je vous montre ici en incrustation, on va avoir accès à des prises USB-A, USB-C. Et notamment, c'est la USB-A qu'il va falloir utiliser pour pouvoir bénéficier de Android Auto et Apple CarPlay. On va avoir porte-gobelet, vraiment très intéressant, très pratique. Et puis ici, on va avoir un petit rangement, un petit tiroir protégé par un tiroir et un petit filet pour pouvoir positionner des petits objets, peut-être des cartes de recharge ou autre. Et au milieu, sous l'appui-coude, un gros volume de rangement. Ce que je vais regretter, c'est qu'ici, on a tout un espace vide qui aurait pu servir de rangement. Et je me dis que si le sélecteur de vitesse avait été un bouton placé ailleurs, on aurait pu rétrécir un petit peu cette proéminence, donc de permettre de charger plus facilement des bouteilles, et ici d'avoir un volume de chargement un peu plus haut. Voilà, j'aurais peut-être préféré ça. Dans les portières, on a des bacs de rangement, ils ne sont pas énormes, hein. On va pouvoir mettre des petites bouteilles de 25 ou 33 centilitres, mais on pourra difficilement mettre des bouteilles de 1,5 litre. On a une petite boîte à gants ici. Hop, elle n'est pas énorme, mais bon voilà, elle existe. Derrière, sous l'appui-coude, on va avoir un léger renfoncement pour mettre un rangement, etc. Et on va bénéficier d'une autre prise USB-A. Globalement, quand même, je trouve que la voiture, pour une catégorie compacte, voilà, on n'est pas dans la compacte la plus volumineuse dans l'espace de rangement, mais elle reste assez sympa. Et moi, de l'utiliser depuis 24 heures, globalement, c'est quand même assez ergonomique, c'est quand même assez pratique au quotidien. Ici, donc je suis sur la version de base. Sur la version de base, je n'ai pas de GPS. Par contre, on est équipé d'Office, d'Apple CarPlay et d'Android Auto.
par câble. C'est pour ça j'ai voulu vous montrer, vous regarderez sur les images, j'ai rajouté un petit accessoire qui se fixe sur la grille de ventilation qui permet de tenir le téléphone comme ça et de pouvoir brancher le fil, voilà, dessus. Ça fait propre. Ici, ça nous permet de dégager l'espace. Voilà, si je voulais déposer mes lunettes, je pourrais si je le voulais. Je vous rassure, ce sont juste des lunettes de vieillesse. Je vois très très bien sans, mais c'est plus confortable à la conduite. Voilà, ici j'ai mis mon petit porte-carte et tout. Donc franchement, c'est très agréable et au quotidien, j'ai quelques affaires qui sont rangées ici, un câble, permis, enfin portefeuille, clé de la maison, etc. Donc globalement, ce que j'aime bien, c'est que la voiture va rester visuellement rangé, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Donc franchement, moi je trouve que le tableau de bord est vraiment très joli. Et donc deux écrans, un écran principal, je ne sais plus combien de pouces, mais suffisamment conséquent, et un autre écran digital juste devant nous, l'écran central étant tactile. Au niveau du volant, on va avoir un volant qui ressemble un petit peu à la Mégane E-Tech, hein, mais un volant un petit peu rectangulaire. Pourquoi pas, ici je suis en volant plastique, hein, sur les versions de gamme on va être en simili-cuir. J'ai deux panneaux sur le côté qui se ressemblent avec une sorte de joystick curseur et des boutons. À droite, je vais gérer le téléphone. Je vais gérer ici la commande de la partie droite de l'écran qui va être sur l'ordinateur de bord. Ici, j'ai un bouton de raccourci qui me permet de gérer directement la ventilation et de gérer, par exemple, je vais pouvoir demander de monter la température en jouant sur le curseur ici. De le mettre en automatique, de baisser la ventilation, voilà. C'est pratique. Ça évite, ça permet de. C'est la première fois que je vois ça, hein, sur une voiture, la gestion de la ventilation comme ça en commande au volant. Moi, je trouve ça assez pratique. Sur la partie gauche, on va avoir toute la gestion de régulateur et du maintien automatique de la voie. Parce que oui, cette voiture à 23 000 € bénéficie d'un régulateur adaptatif et du maintien actif dans la voie. Franchement, moi, je trouve ça quand même assez hallucinant. Devant nous, on va avoir un écran. Je vous mets une image tout de suite et en trois parties. Il ressemble beaucoup dans son organisation, dans son aspect à ce qu'on peut avoir sur la Volkswagen ID, sur les ID. Donc sur la gauche, on va avoir la figuration de la voiture et de ce qu'elle perçoit de sa file, de la voiture qui est devant, etc. Des lignes. Au milieu, on va avoir toute la partie vitesse. On va avoir l'affichage de la batterie à la fois kilométrage et pourcentage de la batterie. Quand on sait que sur les Volkswagen, il a fallu plus d'1 an et demi de mise à jour pour avoir juste ces deux options, ici sur la MG on l'a directement. Lecture de panneau. Par contre, le régulateur adaptatif ne va pas prendre automatiquement la lecture de panneau pour la gestion de la vitesse. C'est ce que j'ai sur la Tesla et finalement, je me demande si sur la Tesla, j'ai peut-être déconnecté cette option parce que le fait de le gérer manuellement est parfois même plus pratique. Et puis sur la droite, on va avoir toute une partie consommation. Donc je vais avoir un petit menu, je sélectionne, j'ai trois panneaux, soit je peux voir la pression des pneus, soit je peux voir les différentes consommations, soit je peux paramétrer un petit peu la luminosité, etc. Donc voilà pour ce panneau. On va avoir notre rapport de sélecteur de vitesse, le mode de conduite ici je suis en normal et un petit curseur ici qui va me dire pourcentage d'utilisation de la batterie. C'est-à-dire que, et puis ici j'ai deux commodos, les commodos l'essuie-glace et puis les commodos des phares, etc. On a les phares automatiques et on a les essuie-glaces automatiques pour toujours une voiture à 23 000 €. Ici sur le bas à côté, j'ai la petite molette qui me permet de régler les rétroviseurs parce qu'ils sont électriques et réglables. Voilà, et puis sur la portière, je vais retrouver la condamnation centralisée, je vais retrouver les commandes de lève-vitre. C'est quelque chose de très classique. L'écran central, on a un écran central qui est pas mal en termes de dimension. On a une ergonomie qu'on va retrouver sur beaucoup de voitures, les BMW, aussi les ID, donc avec des petits widgets. Ici, on a 4 widgets principaux. Et derrière, je vais retrouver d'autres options, station de charge, téléphone Bluetooth, véhicule, vidéo, réglage, radio, gestion d'énergie, manuel de l'utilisateur. Et on va voir ces 4 widgets principaux. Ici, sur la gestion de la ventilation. Donc, je vais avoir le détail de la ventilation, je vais pouvoir régler, etc. Donc, je vais me mettre en automatique. Je peux régler l'intensité de la ventilation. Plutôt bien fait. Globalement, moi je trouve que, regardez, ici c'est pour la gestion du multimédia. On a une petite latence une bonne seconde. C'est-à-dire au moment où j'appuie sur l'écran et que la fonction s'affiche, il y a une seconde. Mais je trouve que globalement, ça reste très visible. Ici, j'ai la partie qui est liée à la batterie, à la charge, à la décharge, à la consommation. Donc ici, j'ai mon niveau de charge. Je peux régler des heures de charge, des endroits, etc. Ici, la notion de décharger, en effet, il y a une possibilité de décharger. Alors ça, j'ai pas trop compris, il faudrait que je demande, je préciserai peut-être en bandeau à quoi ça correspond.
Et ici, la notion de consommation d'énergie. Donc, on va retrouver des courbes qu'on peut retrouver chez Tesla avec ma consommation d'énergie depuis que j'ai commencé à l'utiliser, ma moyenne, mon flux d'énergie et un petit graphique standard sur voilà, comment je consomme, etc. C'est pratique, par contre, c'est écrit très petit, donc vraiment en conduisant, moi je trouve que c'est un écran qui est peu utilisable parce que c'est vraiment pas très pratique. Ici, je vais avoir le menu paramétrage et c'est une voiture. On peut quasiment tout paramétrer. Généralité, Bluetooth, son, système, mémoire, manuel d'utilisation, connexion véhicule et compagnie. C'est franchement très pratique et on va pouvoir tout paramétrer, l'autopilote, les alertes de franchissement, etc. Et je trouve que l'ergonomie est très intéressante. Enfin, franchement, de tous ceux que j'ai pu utiliser, même du BM qui est très complet, etc., je trouve que l'ergonomie que MG a faite est assez intéressante. Ici, je vais gérer le téléphone, la voiture, comme je vous montrais, et on revient à l'écran principal. Après, pour tous les aficionados, comme je vous le disais, on a Apple CarPlay. Et donc, on va retrouver l'affichage avec cet écran rectangulaire. Franchement, la vue est très sympa. Et regardez, hein, le défilement est pas mal. Moi, je trouve que voilà, le multimédia, j'avais vu des vidéos qui donnaient des doutes, c'était des pré-séries. Et là, franchement, c'est vraiment pas mal. On a des petits boutons raccourcis ici. On va pouvoir avoir des gestions de climatisation, le warning, le bouton qui permet de revenir au contrôle. Et puis ici, là, je dirais, en termes d'ergonomie, c'est pas bien pensé. C'est ici que je vais contrôler le son du multimédia. Je suis obligé de tendre le bras. C'est pas pratique. C'est la première fois que je vois ça où le son n'est pas sur le volant. Là, je trouve que c'est une. À l'arrière, ces deux boutons-là auraient été plus pratique d'accès là-dessus. Ou ici, pourquoi ne pas rajouter quelques boutons ici qui tomberaient sous la main quand on est sur l'appui-coude pour gérer le son, etc. Voire même le warning. Bon, voilà, en termes d'ergonomie, là, je trouve que ça serait perfectible. Hop, on va revenir sur Apple CarPlay. On est plutôt pas mal. Donc voilà, on est sur la partie départementale et on va essayer de tester ensemble un petit peu ici l'autopilote. Donc je vais activer le régulateur de vitesse, donc c'est le bouton central qui est ici. J'ai le régulateur et avec la molette, si je monte, si je descends, je vais monter de 5 en 5 le régulateur de vitesse. Ici on est à 70 et comme j'ai paramétré pour avoir le maintien actif de la voie, en fait la voiture, dès qu'elle va voir les deux lignes, elle va tout de suite activer le maintien dans la voie. Alors c'est perturbant et au final assez pratique. En fait, ce qui va se passer, alors ça va être difficile de vous le montrer parce que c'est des sensations dans le volant. Dès que la voiture va activer le maintien dans la file dans la voie, on va sentir comme un clic dans le volant. On va sentir tout d'un coup que le volant, comme s'il se verrouillait. Il se verrouille pas bien sûr, mais c'est ces sensations quand on touche le volant. Alors le volant n'est pas haptique, hein, donc il va falloir jouer un petit peu du volant pour montrer qu'on est là, mais de façon beaucoup plus simple et beaucoup plus souple que sur les Tesla par exemple. Et donc dès que le maintien actif de la voie se fait, on va sentir ce petit verrouillement qui se fait dans le volant. Dès que le régulateur actif est mis, on va avoir ici le voyant régulateur qui va se mettre ouvert. Dès qu'il va voir les lignes sur le côté, le voyant de visualisation des lignes va se mettre en place. Et quand la régulation, le maintien actif de la voie va se mettre en place, on va avoir le volant qui est à côté qui va passer au vert. On va attendre de passer le rond-point. Je vais avoir un petit bout de départemental, je vais vous montrer. Globalement, le système est peu efficace dès qu'on va avoir des virages un petit peu prononcés. C'est vraiment un système, moi j'ai trouvé, depuis que je l'ai commencé à l'utiliser, qui va être efficace sur route droite ou de légères courbes, mais il va falloir toujours être vigilant parce qu'il va se tromper. Voilà, là le maintien actif de la voie est en place. Voilà, là je l'ai senti, il pleut, je pense qu'il n'a pas une bonne visibilité, il a commencé à vouloir se déporter sur la gauche, donc il faut vraiment rester vigilant. Donc c'est vraiment là, on est vraiment dans une philosophie d'assistance et pas d'autopilote qu'on peut avoir chez Tesla ou ma Tesla. Moi clairement, hein, je peux l'activer, dès que je l'ai activé, la voiture va se débrouiller. Voilà, là il m'a lancé le maintien, c'est elle qui tourne. Voilà, j'enlève les mains pour vous montrer, hein, je suis toujours présent pour le contrôle. Mais elle ne me garde pas totalement au milieu. Là, on est sur une ligne droite, de légers virages, elle va arriver à le gérer dessus. Mais ce qui est très bien, c'est que dès qu'elle va se connecter, c'est pareil. Ce verrouillage, on va sentir qu'il va sauter dans le volant. Et moi, pour avoir essayé la Megane E-Tech, quand il enlève le maintien dans la voie, il n'y a aucun signal. On ne le sent pas. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, on va sentir la voiture qui part. Alors que là, moi, devant le volant, je vais avoir cette sensation, cette vibration qui va m'indiquer que la voiture n'est plus en maintien. Et puis, dès qu'on force légèrement sur le volant, tac, on sent que il se déverrouille et on sent à la conduite qu'on a repris. Donc, il y a un petit côté perturbant au début, mais je trouve
trouve que le système est plutôt bien pensé. Et vraiment, on est dans une philosophie. Je pense que c'est un système, on va arriver tout de suite sur une nationale, on va le valider ensemble. C'est un système qui est beaucoup plus adapté, évidemment, pour des nationales ou des autoroutes, ou sur des départementales avec de grandes lignes droites, que d'être capable de vous conduire de façon presque autonome sur des routes départementales avec des enchaînements de virages. Pareil, les zones de terre-plein, etc., elle va avoir du mal à le gérer. Donc voilà, on est sur national, il pleut. Et je suis même pas sûr qu'avec cette visibilité, mon maintien actif dans la voie s'active. Mais non, vous voyez, avec les conditions de visibilité, là, le système ne va pas activer. Clairement, là, la Tesla, elle gère. Ici, sur la MG, voilà, on est dans des conditions de visibilité qui ne sont pas géniales. Donc, c'est à nous de conduire. Voilà, là, les conditions de visibilité se sont un peu améliorées. Le maintien actif c'est fait, mais vous voyez que la voiture est très résistante. Alors là, on avait une sortie, on va arriver sur une partie un peu plus... Mais voilà, je sens que la voiture est un petit peu hésitante parce que les conditions météo ne sont pas géniales. Donc il faut vraiment rester très vigilant. Par belles conditions, sans pluie, etc. Sincèrement, la voiture le gère beaucoup mieux. Mais voilà, on est vraiment sur une assistance et c'est pas le système le plus efficace que j'ai vu. Mais souvenons-nous, hein, nous sommes sur une voiture à 23 000 euros. 23 000 euros. La philosophie de cette assistance de maintien dans la voie, c'est vraiment une assistance. Elle ne va pas être très efficace avec des très mauvaises conditions de visibilité. Moi, je l'ai testé la nuit, sans brouillard, sans pluie, ça marche bien. Je l'ai testé 2 jours, etc. Pareil, ça marche bien. Et elle va être globalement assez efficace sur des nationales, sur des autoroutes, sur des kilomètres. Voilà, elle va être efficace sur des départementales et nationales ou sur des autoroutes. Dès qu'il va y avoir des enchaînements de virages, voilà, le maintien au milieu de la voie va être mis en défaut. Mais globalement, j'étais plutôt assez agréablement surpris et que ça fonctionne plutôt pas mal. Au niveau plaisir de conduite, c'est une voiture qui est vraiment très agréable. C'est une voiture qui est légère. C'est une propulsion, hein, je ne vous l'avais pas dit. Donc on est sur une base qui ressemble un petit peu à la Volkswagen ID.3 ou à la Cupra. On a une direction qui est assez légère, assez directive, même si je trouve que le volant est un petit peu trop démultiplié à mon goût. On a une assise, on trouve très facilement sa position de conduite, les réglages soit volant, hauteur, profondeur. Ici je suis en réglage manuel parce que je suis sur la version de base, mais sur la Luxury vous êtes en réglage électrique. Franchement on trouve très facilement sa position de conduite. Je trouve que l'assise est légèrement ferme par rapport à ce que j'ai l'habitude dans la Tesla, mais globalement on est bien maintenu, on a des sièges simili-béquets, c'est franchement très agréable. Pour moi, pour ma morphologie, les appuis-coudes tombent bien, etc. Peut-être que pour des plus grands gabarits, ce serait pas forcément idéal, je ne sais pas. Donc dites-moi en commentaire si vous avez testé et voilà comment vous trouvez l'ergonomie. Mais globalement, moi je la trouve plutôt pas mal. En termes de plaisir de conduite, franchement, moi je m'y retrouve. La voiture est globalement très silencieuse. J'ai très peu de bruit d'air, j'ai très peu de bruit de roulement, j'ai pas de bruit de mobilier. Les assemblages sont quand même globalement bien faits. Et voilà, le toucher, le plaisir de conduite est vraiment là et c'est une voiture qui est très dynamique. Et pourtant j'ai la version de base, hein, j'ai pas la 204 chevaux, j'ai la 170 chevaux, elle est très dynamique, elle accélère vite, elle accélère bien, elle s'insère très facilement et c'est vraiment très agréable de conduire avec. Voilà un petit peu pour mon retour sur cette voiture. On va se retrouver tout de suite et on va aborder ensemble la conclusion, savoir est-ce que je serai capable d'acheter cette MG4. Allez, à tout de suite. On vient de finir ce tour ensemble d'essai et on va aborder maintenant le pourquoi est-ce que je pourrais acheter cette voiture. Comment est-ce que je trouve cette MG4? Elle est, franchement, elle me bluffe. Je suis bluffé par cette voiture, elle est assez extraordinaire. On a tout ce qu'on attend d'une voiture moderne en termes de multimédia, d'équipement. On a des options, assistance de maintien dans la voie, régulateur adaptatif, les phares automatiques. On a un multimédia qui est moderne avec tout un ensemble d'options paramétrables, notamment sur le véhicule et notamment sur le véhicule d'un point de vue électricité. Voilà, je peux régler mes modes de conduite, je peux récupérer ma récupération d'énergie. Alors, on a un frein. On a un système de récupération d'énergie. Après, voilà, je trouve qu'il est trop léger. J'écoutais des vidéos notamment de Maxime sur Automobile Propre et il semblait dire que c'est assez caractéristique des voitures chinoises où le frein régénératif est plutôt léger dans leur philosophie. Et en effet, il est léger et même en le réglant sur élevé, voilà, il est moins fort, je dirais, que sur l'ID.3 quand je le mets en mode break, en mode B. C'est dommage, donc on n'aura pas de conduite one pédale. Voilà, on peut régler beaucoup de choses, l'assistance de sortie de voie, etc. Enfin, franchement, c'est une voiture qui est globalement très moderne, moi que j'apprécie beaucoup. Sur cette version de base, on n'a pas de GPS.
c'est une voiture à 23 000 euros. C'est pas déconnant sur d'autres propositions de voitures, etc. Voilà, on a le téléphone, soit Android ou Apple CarPlay. On va pouvoir donc soit gérer Waze à côté, soit si vous avez Apple CarPlay Android, connecter avec un fil votre voiture et puis avoir tout un ensemble d'informations. Et notamment, là, vous pourrez utiliser des planificateurs comme ChargeMap ou ABRP en mode premium et avoir directement un GPS avec votre planificateur. Bien sûr, on va pas avoir une interconnexion. Que je sache, dites-le moi en commentaire si je me trompe, mais on n'a pas d'interconnexion automatique entre l'applicatif et la voiture, donc pour avoir le pourcentage en réel, mais ça va nous permettre d'avoir un planificateur, de nous dire où nous arrêter sur des grands voyages, etc. Donc clairement, en termes d'ergonomie, de plaisir de conduite, d'intérieur, de finition, d'assemblage, j'ai pas l'impression d'être dans une voiture... disons-le, parce que souvent on a dit les chinoises, bof, non, franchement, c'est une voiture qui est vraiment top. Au niveau de notre Volkswagen ID.3, la Mégane E-Tech fera plus premium en intérieur, en finition, etc. Mais là, globalement, c'est pas du tout déconnant. Ici, on est sur une petite batterie, 350 kW. On a un chargeur combo CCS. C'est pas une voiture qui est faite pour son volume d'autonomie, qui est faite pour les grands voyages, mais elle peut le faire s'il y a vraiment besoin, forcément de façon pas très rapide. J'ai un chargeur 6,5 kW en AC, pas 11 ni 22. En théorie, censé prendre 115 kW en DC. A priori, sur les essais, les mesures qui sont faites, on est plutôt à 80-90 maximum. Mais on va être capable de retrouver, un 20-80 en 35 minutes. En termes de rayon d'action, je vous mets tout de suite là les autonomies. Là, sur le trajet qu'on vient de faire ensemble de 32 km, je suis sur une autonomie de 18,4 kWh au 100 km. Ce qui, en théorie, pour la batterie de la voiture, me donne un rayon d'action de 270 km. On est l'hiver, il fait 10 degrés, il pleut. Il y a du vent, c'est pas les conditions idéales d'autonomie. Je pense que l'été, 20-25 degrés, sans la pluie, etc. Je pense que les 300-350 km sont faisables. Je vous mets là le circuit que j'ai fait habituellement. Aller-retour, trajet domicile. Et là, je suis plutôt sur un rayon d'action se rapprochant des 300 km d'autonomie sur mon cycle habituel en comparaison de toutes les voitures, etc. Je ne suis pas non plus au WLTP, mais pareil, dans des conditions de 10 degrés. Et j'étais même à 4 degrés quand j'ai pris la voiture pour le trajet aller. Donc sur des conditions plutôt automnales-hivernales, j'ai une autonomie qui est en deçà du WLTP, mais on est sur un rayon d'action allant de 280 à 300 km. Bien sûr, si on va aller sur autoroute, sur les données que j'ai pu voir sur des vidéos, on va avoir des consommations qui vont dépasser les 20 kWh, voire même les 24-25 kWh. Donc on doit pouvoir faire 200 km d'autoroute. Allez, bien sûr, s'il fait moins 5, ce sera moins, mais on est dans un rayon d'action de 200 km sur autoroute, ce qui va nous pouvoir permettre de faire quelques voyages, mais forcément de la façon la plus rapide. Si vous voulez aller plus loin, plus vite, plus fort, il vous faudra la version plutôt luxury sur la batterie nickel, manganèse, cobalt, là qui va nous monter à 64 kWh avec un chargeur qui prend 135 kW. Et là, on va être sur une voiture un peu comme notre Volkswagen ID.3, comme la Mégane E-Tech 60, qui elle va être taillée pour faire de la route. Bien sûr, à charger au quotidien à 80-90% sur l'utilisation quotidienne, mais si on veut faire des trajets ponctuels élevés, on pourra la charger à 100% et avoir un rayon d'action qui est tout à fait compatible avec des trajets à grande distance. Alors Armel, est-ce que tu pourrais acheter cette MG? Mais c'est fou! Regardez tout ce qu'on a pour 23 000 euros. Là, j'ai la petite batterie, mais 23 000 euros. Il n'y a pas. Certes, il y a la Dacia Spring. Mais c'est pas cette finition-là, c'est pas cet équipement-là, c'est pas ce volume-là, c'est pas ce rayon d'action-là. Pour 23 000 à 30 000 euros, j'ai une voiture électrique fiable, cohérente, moderne, efficace, valorisante, avec un design. Après, on aime ou on n'aime pas. Mais voilà quoi. Cette voiture, elle est dingue pour ce prix-là. Et aujourd'hui, c'est la voiture électrique la moins chère du marché pour cette proposition. Et là, clairement, j'aurais à changer la voiture. Est-ce que je repartirais sur une ID.3 qui va me valoir minimum 38 à 40 000 euros prime de l'État déduite ou une Mégane E-Tech dans les 40 000 euros prime de l'État déduite, ou cette voiture-là, 30 000 euros, qui va m'offrir une prestation très proche, équivalente, voire même presque meilleure. Donc oui, clairement, moi je conseille cette MG, c'est une très belle proposition. Je vais tester prochainement la MG5 aussi parce qu'un ami sur mes conseils l'a acheté. Et si vous voulez par exemple aussi que je teste le Marvel, dites-le moi parce que je pense que la concession MG de Quimper sera prêt à me la mettre à disposition aussi. Mais là clairement, moi je dis bravo, merci de me mettre en commentaire ce que vous pensez de cette voiture si vous l'avez déjà achetée. Ça fait déjà 2 mois, 3 mois qu'elle est commercialisée, donc certains d'entre vous ont déjà pris livraison de leur voiture. N'hésitez pas à me poser des questions. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt sur la chaîne Armel High Tech.